nous avons demandé à Pascal Sokolov, directeur de la FNCCR, de bien vouloir nous exposer sa vision du monde, ou presque, sur les stratégies énergétiques qui se développent sur différents territoires. À vous, monsieur. Merci. Alors, ce ne sera pas la vision du monde, ce sera plus modestement une vision nationale qui, effectivement, est celle de notre fédération, la FNCCR, qui, vous le savez sans doute, regroupe la totalité ou la quasi-totalité des syndicats d'énergie de France. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je voulais remercier le président Jean-Noël Loury, votre bureau, l'équipe du syndicat pour l'organisation de cette nouvelle édition des Assises de l'énergie qui s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de la loi sur la transition énergétique qui a été publiée au mois d'août dernier et qui va donc faire évoluer sensiblement le contexte dans lequel les syndicats d'énergie accomplissent leur mission. Alors vous avez souhaité que je brosse, et je vais le faire rapidement, un rapide panorama de ce nouveau contexte en exposant les lignes directrices de cette loi sur la transition énergétique pour une croissance verte. Je vais rappeler très brièvement quelques objectifs qui figurent dans la loi en matière de transition énergétique. Le visuel suivant, si vous voulez. Donc, j'ai extrait de ce texte quelques objectifs particulièrement emblématiques en termes d'évolution du bilan énergétique ou d'évolution de la consommation d'énergie. Retenons que pour le bilan énergétique, la loi nous assigne un objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables qui devrait atteindre 23% en 2020 et 32%, donc en gros le tiers, en 2030. 32%, dont 40% pour la production d'électricité, donc 40% de production d'électricité d'origine renouvelable, 38% de renouvelables pour la chaleur et 10% pour la consommation de gaz. Alors je sais que vous avez choisi ce matin de consacrer un long moment à la question de la méthanisation. C'est vrai que c'est un sujet qui est donc en progression. Je crois qu'il faut avoir en tête que le cadre général dans lequel la méthanisation va évoluer est à peu près aujourd'hui stabilisé. On va certainement y revenir dans un instant. On dispose notamment d'un système de tarifs d'achat garantis, comme il en existait déjà pour l'électricité renouvelable. Des fonds de financement nationaux se sont mis en place sous l'égide de l'ADEME, fonds des chefs, fonds chaleur qui peuvent concourir au financement de certaines installations de méthanisation le dispositif de soutien en termes de rachat a même été amélioré encore récemment puisque désormais les installations de méthanisation bénéficient d'une possibilité de double valorisation à la fois en vendant l'électricité qui serait produite à partir de biogaz et en bénéficiant également du tarif d'achat garanti en cas d'injection de ce biogaz dans les réseaux. Donc on a un cadre qui évoluera peut-être encore un peu, mais qui est quand même assez bien structuré et qui devrait permettre d'atteindre donc cet objectif malgré tout ambitieux, à la fois en termes de chaleur renouvelable et de consommation de gaz renouvelable. Par rapport à ce mix énergétique, je pense que vous l'avez en tête, parallèlement, la loi fixe un objectif de limitation, voire même de réduction de la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025. Donc ça, c'était pour le bilan. S'agissant de la consommation globale, juste un chiffre, enfin une tendance en tout cas, diminution de la consommation d'énergie de 20% à l'horizon 2030 par rapport à 2012 et même 50% en 2050, objectif relativement ambitieux. Alors, pour résumer les impacts de ce contexte sur l'activité de nos syndicats d'énergie, je crois qu'on peut très schématiquement retenir trois grandes orientations, ce qui concerne les réseaux, ce qui concerne l'efficacité énergétique, ce qui concerne la production d'énergie renouvelable. En commençant par les réseaux, puisque le président l'a rappelé il y a un instant, la distribution, les réseaux, c'est un peu le cœur de métier historique des syndicats tels que celui de Lyon. Très clairement, le sujet majeur, c'est ce qu'on appelle désormais les réseaux
intelligents. Alors ça veut dire quoi très schématiquement? Nos réseaux, essentiellement les réseaux de distribution d'électricité, doivent accueillir aujourd'hui une part croissante d'injection d'énergie renouvelable, qui ont une caractéristique particulière, c'est que ce sont des sources d'énergie intermittentes. On ne peut pas maîtriser le flux d'injection d'électricité renouvelable dans le réseau, et donc on doit ajuster en fonction de cette intermittence le soutirage, c'est-à-dire la consommation d'électricité à partir de ce réseau. Et donc l'ajustement entre ces injections intermittentes et les soutirages, ça renvoie à une couche d'intelligence qui repose évidemment sur des moyens informatiques, et c'est ça qui est le fondement de cette notion de réseau, alors smart grid, réseau intelligent. Alors, que nous dit la loi dans ce domaine? Je résume évidemment. Il y a un premier sujet qui est vraiment important, c'est celui des données. À partir du moment où on met des couches d'intelligence sur la gestion des réseaux, eh bien, on va avoir besoin d'informations, de données. Et donc, la question des données est absolument fondamentale. Et la loi renvoie à des textes réglementaires pour préciser, on évoquait il y a un instant votre mission dans le domaine de la distribution d'électricité et du contrôle, pour préciser les informations qui figureront dans le compte-rendu annuel des concessionnaires qui vous est présenté chaque année. Des données qui également devront figurer, qui devront être mises à la disposition des collectivités pour élaborer des documents de planification qui devraient être assez importants, les PCAET, plans climat, air, énergie, territoriaux. La question des données, on la retrouve également dans les systèmes de comptage, les fameux compteurs communicants, les Linky pour l'électricité et Gaspard pour le gaz. La loi sur la transition énergétique traite également des compteurs communicants, notamment en précisant que pour les consommateurs en situation de précarité, on devra proposer des afficheurs déportés, c'est-à-dire des petits dispositifs qui pourront être mis, par exemple, dans une pièce de la maison, typiquement, par exemple, la cuisine, pour restituer aux consommateurs des informations simplifiées, pédagogiques, sur son niveau de consommation. Donc ça, c'est un premier élément, les données, les comptages qui caractérisent cette problématique des réseaux intelligents. Au-delà de ça, il y a un côté expérimental et le Parlement a bien précisé dans cette loi que les AOD, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, telles que le syndicat d'énergie de Lyon, eh bien, pourront s'associer à des actions expérimentales qui concernent ce qu'on appelle les services de flexibilité. Alors, qu'est-ce que c'est un service de flexibilité? Ça va être un dispositif contractuel organisé en coopération entre l'AOD et le gestionnaire de réseau, le GRD, qui va mettre en relation un groupe de producteurs qui injectent sur le réseau de distribution, un groupe de consommateurs qui soutirent de l'énergie de ce réseau, pour essayer de contractualiser justement des logiques, on va dire, d'effacement, pour permettre un équilibrage local entre les injections et les soutirages d'électricité. C'est quelque chose d'expérimental et la loi, alors il faudra peut-être attendre des textes réglementaires pour savoir exactement comment on va pouvoir le mettre en œuvre. Mais la loi nous invite à expérimenter ce type de dispositif sur les territoires. Et puis, les réseaux électriques intelligents en tant que tels, avec leur technologie et puis leur montage juridique, sont également actuellement en cours d'expérimentation. Il y a eu des appels à projets qui ont été lancés, qui sont en voie de dépouillement, qui seront mis en place prochainement. Alors, pour terminer sur les réseaux, et vous savez évidemment que nos réseaux de distribution d'électricité sont environnés par d'autres réseaux et je sais que dans Lyon, on est particulièrement en pointe pour ce qui concerne les infrastructures de recharge des véhicules électriques. La loi sur la transition énergétique affiche dans ce domaine un objectif ambitieux, puisque à l'horizon 2030, elle prévoit qu'on mettra en place 7 millions de points de charge sur le territoire national. Donc l'ADEME a organisé des appels à projets. Je sais que le département, le président l'a rappelé, a répondu. Et donc sur la carte de France, vous voyez, j'ai essayé de faire un bilan des situations départementales et on voit que le département de Lyon figure parmi les départements dont le projet a été approuvé.
À côté de ce réseau, un réseau entre guillemets des infrastructures de recharge, il faut justement intégrer l'idée que les 3 réseaux de distribution d'énergie, électricité, gaz, mais aussi chaleur, et ça permet de reboucler peut-être avec la problématique de la méthanisation, puisque le biométhane peut aussi alimenter des réseaux de chaleur. La coordination entre ces 3 types de réseaux est un grand sujet également de la transition énergétique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'optimiser les conditions de desserte territoriale en réseau d'énergie et finalement, sur un territoire donné, eh bien, de privilégier ou d'organiser ceux des réseaux qui présentent le plus d'intérêt à la fois technico-économique et environnemental pour la desserte de ce territoire. Donc, coordination avec des procédures de coordination qu'il faudra mettre en place dans le cadre de documents de planification que j'ai déjà évoqués, notamment les fameux plans climat, air, énergie territoriaux. Alors, à côté des réseaux, eh bien, il y a effectivement des sujets nouveaux qui émergent, qui caractérisent vraiment la transition énergétique, et notamment la question d'une meilleure efficacité énergétique. Alors, l'idée que simplement je voulais présenter ici, c'est que dans le domaine de l'efficacité énergétique, la loi va donner des missions à différents niveaux de collectivité. Mais nous avons obtenu, enfin un certain nombre d'élus, les parlementaires proches de notre fédération ont obtenu que les syndicats d'énergie soient repérés à chaque fois comme une instance possible de mutualisation à côté des collectivités qui portent les compétences en matière d'efficacité énergétique. Alors plus précisément, ça donne quoi? Eh bien, les régions ont été identifiées comme des chefs de file pour la transition énergétique et notamment pour l'animation d'un réseau de plateformes de rénovation énergétique des bâtiments. On peut penser que les régions vont mettre en place ce qu'on pourrait appeler des contrats de transition énergétique, et ça va être une première occurrence d'intervention des syndicats comme interlocuteurs, co-contractants des contrats de transition énergétique qui seront proposés par les régions, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique. Première piste d'action. Deuxième aspect, ce qu'on appelle la MDE, la maîtrise de la demande d'énergie. La loi, là aussi, donne des compétences. Alors, elle donne des compétences aux établissements publics de coopération à fiscalité propre, c'est-à-dire aux communautés, pour mettre en place sur leur territoire des actions de MDE. La loi prévoit aussi que les autorités organisatrices de la distribution pourront faire de la MDE, mais là encore, elle prévoit explicitement que les syndicats d'énergie pourront réaliser des actions d'efficacité énergétique pour le compte des communautés qui le souhaiteraient sur leur territoire. Et puis, dernier aspect, je reviens encore sur les PCAET qui vont avoir plusieurs dimensions. Donc, une dimension efficacité énergétique, eh bien, la loi prévoit la possibilité pour les syndicats d'énergie d'élaborer les PCAET pour le compte des communautés de communes ou des communautés d'agglomération qui le souhaiteraient. Donc voilà, pour l'efficacité énergétique, un appel d'air, si je puis dire, de la loi, invitant les syndicats à monter en puissance sur ces enjeux. Autre sujet typique de la transition énergétique, le développement des sources renouvelables, la production d'énergie renouvelable. Là, l'idée qu'on peut retenir, c'est que la loi élargit les possibilités d'intervention des collectivités territoriales dans ce domaine. Alors, j'ai retenu trois exemples. La question des prises de participation. Vous allez revenir, je crois, dans un instant sur la question de la société d'économie mixte créée par le syndicat. Évidemment, la SEM, c'est l'outil privilégié d'intervention. Simplement, la loi élargit les possibilités d'actionnariat des syndicats et des collectivités territoriales dans le domaine des sociétés, y compris, le cas échéant, prenant des participations non seulement majoritaires, comme c'est le cas dans des sociétés d'économie mixte, mais également éventuellement minoritaires dans d'autres sociétés. Jusqu'à présent, pour prendre une participation minoritaire dans une société, il fallait en passer par un décret en Conseil d'État, parce que c'était très contrôlé du point de vue de la liberté du commerce et de l'industrie. Donc dans le domaine de l'énergie, il y aura davantage de possibilités à partir de cette nouvelle loi. Alors, autre exemple, les plafonds de puissance ont été supprimés pour la production hydroélectrique des collectivités territoriales, et puis pour la production d'électricité renouvelable qu'on doit commercialiser. Jusqu'à présent, la réglementation prévoyait que lorsqu'une collectivité créait une installation d'électricité renouvelable, par exemple des éoliennes, eh bien, avant de pouvoir vendre librement cette énergie sur le marché, elle devait passer par une phase préalable de mobilisation de l'obligation d'achat des opérateurs historiques. Ce préalable ne sera plus aujourd'hui une obligation.
Pour terminer ce très rapide panorama, je crois qu'il faut avoir en tête que les autorités organisatrices, typiquement nos syndicats d'énergie, sont finalement un maillon un peu intermédiaire d'une chaîne entre le local et le national. Alors cette chaîne, elle s'incarne par un certain nombre de mécanismes. J'en ai rappelé 2 à l'écran. D'abord, la mise en place de commissions consultatives à l'échelle de chaque syndicat dans lesquelles seront représentés à la fois le syndicat et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre présents sur le territoire du syndicat, c'est-à-dire les communautés. Pourquoi cette instance? Bien simplement pour favoriser une bonne coordination et un bon partenariat des politiques énergétiques des syndicats et des communautés de communes. Ça paraît important. Donc ça, c'est à l'échelle très locale. Et puis, à l'échelle nationale, je vais citer une instance qui se met en place, qui sera un comité national du système de la distribution d'électricité, vers lequel convergeront les programmes des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d'électricité, et qui fera un peu la jonction au niveau national entre ce qui se fait sur le terrain et les décisions qui sont prises, notamment les décisions tarifaires qui sont du ressort de la comité de régulation de l'énergie. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire, alors évidemment de manière hyper schématique, mais simplement peut-être pour donner le cadre, le bruit de fond sur lequel vont s'inscrire les débats de la matinée. Moi, je crois que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que nos syndicats, ce sont des structures qui sont positionnées au bon endroit, au sens où elles font un peu la jonction entre la décentralisation, proximité de terrain, et puis la mutualisation, la mise en commun de moyens. Ça nous permet d'avoir des structures qui sont spécialisées, qui ont donc une bonne expertise, qui ont une taille au-delà d'un seuil critique permettant de faire des économies d'échelle. Donc c'est vraiment des points d'appui idéaux pour déployer des politiques de transition énergétique sur le territoire, ce qui me rend extrêmement confiant sur les chances de succès de votre syndicat pour mettre en place dans les années qui viennent les programmes d'action très ambitieux qui vont être présentés maintenant, je crois, dans un instant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.